Si on met Bnei Brak, à part que maintenant, ils commencent à rentrer là-bas, à faire des examens, et d'après les chiffres, il y a un malade un positif sur 3 là-bas, c'est clair que ça va changer la statistique. Docteur Dominique Neumann, Chiche-Portiche, bonjour Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour Daniel, bonjour. Alors, on se retrouve pour essayer de faire un point en cette fin de semaine. Cela fait 5 semaines que l'État d'Israël est rentré dans cette crise du coronavirus et il est temps de faire le point, d'essayer de dresser une sorte de bilan, pas un bilan provisoire bien entendu, malheureusement, on n'en est pas encore au bout de cette épidémie, mais je voudrais avec vous faire le clair sur les données que nous recevons, dont nous informons, on va dire, nos auditeurs chaque jour et dont l'ensemble de la population est informée. Aujourd'hui, il y a plus de 6800 malades du coronavirus. Il y a 36 décès, 108 malades graves, dont un peu plus de 90, environ 90 qui nécessitent une assistance respiratoire. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez ces données. Est-ce que lorsque l'on dit qu'il y a 6800 malades aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a une progression très nette de la maladie par rapport, bien entendu, aux données que l'on connaissait il y a 2 ou 3 semaines, ou alors finalement c'est parce que on a multiplié, comme vous l'aviez souhaité il y a de cela longtemps. Notre premier entretien remonte au 15 février dernier et vous appeliez à cela. Est-ce que c'est dû à la multiplication exponentielle cette fois du nombre des tests de dépistage? On se situe entre 8 et 10 000 tests par jour. C'est dû aux deux. C'est dû au fait qu'effectivement on fait plus de tests de dépistage. En plus, vous dites malades, c'est pas malade, c'est des gens qui sont positifs. Parmi les positifs, il y a des malades, il y a des qui sont asymptomatiques, il y en a qui sont beaucoup plus malades. Mmh. Donc, vous parlez de 6 000 et quelques personnes qui sont positives pour le corona. Et ensuite, vous détaillez les gens qui sont en état grave et en réanimation, etc. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est malade, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont positifs. Premièrement, c'est sûr que le chiffre augmente quand vous faites plus d'examens. Si vous ne faites pas d'examen, vous ne savez pas. Ça n'existe pas parce que vous ne le savez pas. Mmh. Alors, c'est une composante. La deuxième composante, c'est que la maladie s'étend malgré tout. Elle s'étend de plus en plus. C'est une épidémie. C'est la nature d'une épidémie de s'étendre. Maintenant, quelle est la part de ça? Part de ça? Personne ne peut vous le dire. Simplement, ce que je veux dire, c'est que il commence à avoir de plus en plus de données statistiques. Donc, on peut faire ce qu'on appelle une carte de répartition et les secteurs, les différentes parties d'Israël ne sont pas égales dans la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qu'on sait qui sont beaucoup plus à risque, où il y a beaucoup plus de gens positifs et des endroits où il y en a moins. Hier, il y avait une répartition qui a été montrée aux informations que Jérusalem monte de 24% par jour, Bnei Brak de 27%, Bat Yam de 6%. Ça dépend de quelle population, combien elle est disciplinée et elle garde le confinement. Et deuxièmement, combien dans la même surface on fait d'examens. Et ça donne des résultats qui sont disparates. Mais on ne peut pas vous donner des chiffres, vous donner un pourcentage. Qu'est-ce qui fait ça et qu'est-ce qui fait ça? C'est impossible. Alors, vous avez parlé depuis le début, on a parlé de cette fameuse courbe de Gauss. Est-ce que elle est encore en train de monter, de grimper, ou alors on arrive à l'aplanir actuellement? Je pense qu'elle est encore en train de monter, mais elle ne monte pas de manière vertigineuse pour l'instant. Si ce n'est que c'est possible que ce qui se passe à Bnei Brak va nous sortir de cette groupe et en grand. C'est-à-dire que la propagation de l'épidémie dans une ville de 200 000 habitants comme Bnei Brak risque d'avoir un effet sur l'ensemble de la lutte, du combat de l'État d'Israël contre le corona. Bnei Brak fait partie d'Israël et a fait partie de la statistique. Si on met Bnei Brak, à part que maintenant ils commencent à rentrer là-bas, à faire des examens, et d'après les chiffres, il y a un malade un positif sur 3 là-bas, c'est clair que ça va changer la statistique. Mais si on met ça à part qui est arrivé rien que ces quelques jours,
la courbe telle qu'elle se comportait jusqu'à maintenant, elle était relativement bonne. On a été même classé parmi les meilleurs pays pour pour ne pas attraper la maladie. C'est pas pour rien, ça engendre même l'antisémitisme dans le monde. Mais c'est sûr que Bnei Brak, avec ce qui se passe maintenant, va nous sortir de cette statistique. Que Dieu les garde et les aide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment vous expliquez, vous qui êtes médecin de maladies infectieuses, comment vous expliquez cette situation à Bnei Brak? Est-ce que c'est un manque de discipline essentiellement, ou alors finalement, dans les villes où il y a une forte densité de population, il y a des familles nombreuses, eh bien c'est plus difficile de respecter toutes les mesures restrictives et cela conduit à une propagation de l'épidémie? Regardez, je vous ai dit au début, 24% d'augmentation journalière à Jérusalem et 27% à Bnei Brak. On n'est pas loin à Jérusalem. Et on n'est pas loin, d'après moi, à cause de la population haridite. Ceci dit, je me rappelle, il y a 2-3 semaines, je passe par Sanedria. Quand je reviens du travail, j'étais outrée de voir que quand nous, on faisait attention que tous nos magasins étaient fermés, là-bas, tout était ouvert. Et pas que les magasins d'alimentation, tout était ouvert. Comme si c'était un autre monde et il n'y avait rien là-bas. Alors je veux dire, c'est pas Bnei Brak, c'est Sanedria, c'est Mea Sharim, c'est tous les Or Haridim qui n'ont pas... Maintenant, c'est à vous à discuter de ça en tant que journaliste. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Est-ce que le message est passé? Ils ont pas reçu les SMS, ils n'ont pas reçu les messages télévisés, ils n'ont pas... Je veux dire, je veux pas rentrer là-dedans. Oui, bien sûr. On en a parlé, mais il est clair que donc que cette situation à Bnei Brak peut avoir une influence claire sur peut-être, on va dire, dans l'absolu, retarder la sortie de crise. D'après moi, bien sûr. Elle va changer la statistique de manière drastique. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle aussi des traitements, parce que là, on en parle, on a entendu, je le disais dans le journal ce matin justement, à l'hôpital Mayana Yeshua, qui est l'hôpital justement de Bnei Brak. Eh bien, on s'apprête à faire à entamer un traitement nouveau à base de colchicine. J'espère que je dis bien le nom de ce médicament. C'est validé par le ministère israélien de la Santé. C'est un nouveau traitement. C'est-à-dire, on fait des tentatives en route, en chemin, pour essayer de trouver un médicament qui puisse enrayer l'épidémie ou en tout cas soigner les malades? Là, vous m'apprenez quelque chose. C'est la colchicine. La colchicine, c'est un médicament anti-inflammatoire dont on se sert pour les maladies inflammatoires, comme la fièvre méditerranéenne, la goutte. C'est un médicament qui est anti-inflammatoire, donc ça a une logique. Mais moi, je suis restée au stade où le docteur Sorkin, qui est le directeur de Tipoun Nimrad, de réanimation de Mayane Yeshua, a adopté le traitement de Raoul Didier. Maintenant, je ne sais pas où rentre la colchicine dans tout ça, je ne suis pas encore au courant. Oui, alors là aussi, j'aimerais que vous nous expliquiez, est-ce que en Israël, comme nous l'a dit par exemple le professeur Gabriel Izbiki, qui est pneumologue, chef du service de pneumologie à Shaare Zedek, est-ce qu'on utilise donc la chloroquine de manière régulière ou non en Israël? Parce que c'est pas tout à fait clair. On a l'impression que c'est... On ne sait pas. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape que le Misrad Abrilut se ferme les oreilles, ne veut pas en entendre parler. Il y a la deuxième étape qui a eu il y a quelques jours, que Bibi Netanyahou a demandé à Teva de nous envoyer des cachets. Il y a eu 2 millions d'hydrochloroquine, 2 millions de cachets qui sont en chemin et qui doivent arriver dans une semaine, d'après ce que j'ai compris. Donc, ça encourage énormément. Mais d'un autre côté, vous voyez aucun arrêté ministériel qui dit comment traiter les malades. Quand vous appelez les hôpitaux, c'est plutôt l'anarchie. Moi, je vous dis, vous parlez de professeur Ibiski, alors moi, je suis en contact avec Shaare Zedek. Moi, ce qu'on me dit là-bas, on donne l'hydrochloroquine, mais j'ai parlé longuement, je vais pas revenir là-dessus sur ce que le professeur Raoul préconise, que c'est rajouter de l'azénil. Et ça, l'azénil, ça laisse à désirer. Il le rajoute pas tellement. Il y a des endroits tels à Chomer. C'est pas combiné, les deux médicaments ne sont pas adressés. C'est le traitement qui est préconisé, mais dans les hôpitaux, c'est un peu rentré. Mais je veux dire, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et beaucoup, ils veulent pas tellement donner l'azénil. Je sais qu'à Tel Chomer, Galia Raab s'oppose relativement à ce traitement,
C'est pas pour rien que j'ai fait le programme il y a quelques jours pour vous expliquer la lutte qu'il faut mener. Maintenant, en plus de tout ça, ce matin est sorti un article que dans le Monde Haredi, il y a un médecin qui a osé donner un traitement parce que le Misrad Abriout, en tant que médecin dans les cabinets, a coincé les médecins pour ne pas pouvoir donner l'hydrochloroquine. C'est-à-dire que moi, médecin, je ne peux pas donner d'hydrochloroquine quand je veux. On m'a coincé, on doit remplir ce qu'on appelle Isrim Vetesha Gimel, ça passe par la direction de la Coupa. C'est un formulaire. Et c'est un formulaire, et ça prend des jours. Maintenant, il y a eu un article ce matin qu'un médecin courageux, à mes yeux, complètement courageux, a réussi à avoir de l'hydrochloroquine de manière en privé. Un malade est arrivé chez lui, qui avait tous les signes du corona. Non seulement ça a pris du temps à faire l'examen, il n'avait pas encore les résultats, et que ça, c'est pas, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on peut le faire, parce qu'on peut avoir, moi, j'arrive à avoir les examens relativement, je m'adresse directement. C'est sûr que je fais pas le massoud normal, c'est-à-dire que j'attends pas que le parcours officiel du ministère de la Santé. Je le fais pas. J'appelle directement le 101, je persuade, le malade reçoit un barcode, il va à Istadion Teddy pour nous, à Jérusalem, il y avait encore plein d'endroits, et il fait l'examen là-bas. Et j'ai aussi une infirmière qui est au ministère de la Santé qui me donne l'examen après un jour. Alors je veux dire, mais je suis pas un exemple. Donc vous êtes privilégié, on va dire, à ce niveau-là. Je suis pas un exemple. Mais ce pauvre médecin n'a pas réussi à avoir le résultat de l'examen. Il a vu son malade qui a commencé à se dégrader. Il a demandé au malade d'acheter en privé l'hydrochloroquine et la zénile, ce qu'il a fait, et il s'est amélioré. Encore une fois, c'est pas un travail de double aveugle, randomisé avec placebo et compagnie, mais ça donne des résultats. Les Bono Shalom, c'est incroyable qu'on puisse pas donner des médicaments aux malades. Alors dans les hôpitaux, c'est possible, et même dans les hôpitaux, ils hésitent. Il n'y a pas d'arrêté ministériel. Alors, il y a un paradoxe dans ce que vous dites. D'un côté, vous émettez des critiques, on va dire, en direction du ministère de la Santé parce qu'il pourrait être beaucoup plus rapide, il pourrait être beaucoup plus efficace s'il autorisait, par exemple, la chloroquine et la zénile, mais il ne l'est pas suffisamment. Or, de notre côté, eh bien, on peut dire on l'a dit nous-mêmes, on a le sentiment que la crise est bien gérée par ce même ministère. Alors, oui ou non? Non, je vous ai dit, je pense que le confinement est une bonne chose. Le confinement a commencé, mais maintenant, après le confinement, on était à quelques malades, on arrive à augmenter le nombre de malades, et le nombre de malades va aller en agrandissant, et ça va être de plus en plus difficile de gérer la crise. Alors, s'il y a un traitement, pourquoi ne pas l'utiliser? J'ai parlé aussi des maisons de retraite. Regardez ce qui se passe dans les maisons de retraite. Il y avait une maison de retraite. Il y a eu la deuxième maison de retraite. Maintenant, il y en a 8 ou 9 maisons de retraite qui sont atteintes par le corona. Le Misrad Abriout, le ministère de la Santé, ne rentre pas là-bas, ne fait pas les examens. Pourquoi? Tous les soirs, vous avez... Je sais pas. Répondez en tant que journaliste, je peux avoir des petites idées derrière ma tête. C'est vraiment pas un truc à dire en ligne. Ouais. Mais le ministère de la Santé ne bouge pas avec les maisons de retraite. Pourquoi les maisons de retraite doivent être prises en otage? Pourquoi on n'examine pas de manière systématique toutes les maisons de retraite, comme je le préconise depuis plus de 2 semaines, comme je l'ai écrit dans les lettres au ministère de la Santé, et qu'on donne un traitement tôt à ces personnes qui sont à risque et qui, à partir du moment où elles l'attrapent, c'est 80-90% de mortalité. Pourquoi? Je voudrais revenir aux données. Nous avons commencé par cela, on va terminer également par cela. Les données concernant les appareils respiratoires, l'assistance respiratoire. Dites-moi si je me trompe, mais là aussi, la courbe, elle est relativement modérée dans l'augmentation du nombre de malades qui ont besoin d'assistance respiratoire. On n'est pas encore, et j'espère qu'on n'y arrivera pas, à un stade où il y a une explosion exponentielle du nombre de malades qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Il y a en Israël, apparemment, dites-moi si je me trompe, mais aux alentours de 3000 appareils respiratoires. On s'en dote quasiment chaque jour. On en fabrique et on en achète à travers le monde.
est-ce que là, de ce point de vue-là, on peut dire que la crise est bien gérée, que l'on ne va pas assister à une situation où il y aura, par exemple, comme cela est le cas en France, eh bien, une nécessité de débrancher des appareils respiratoires de certains malades extrêmement âgés pour les placer à des malades qui sont plus jeunes? D'abord, je ne sais pas combien d'appareils, vous êtes mieux renseigné que moi. En ce qui concerne le nombre de gens intubés, c'est clair qu'en début d'épidémie, il n'y a pas beaucoup de malades. Et plus l'épidémie avance, et plus il y aura de malades. Et si ils agissent comme ça vis-à-vis des populations à risque, et en particulier vis-à-vis des personnes âgées, ça va arriver très vite. Je prends par rapport à le nombre de malades. 6800 malades, 90 malades sous assistance respiratoire. C'est un rapport qui est relativement correct, on va dire, qui n'est pas alarmant. Je pense que c'est correct, mais je pense que ça va se dégrader. Parce que si on fait rien avec les personnes âgées, elles vont arriver. Je veux dire, si vous les laissez, il y avait un cas qu'ils ont expliqué d'une personne âgée qui était à la même table du premier malade qui est mort c'est le Khachouf, Harouche qui est mort du corona. Le deuxième qui mangeait à la même table est mort aussi, ok? Il est mort, pourquoi? Parce qu'ils l'ont pas examiné à temps et parce qu'ils l'ont laissé vomir, avoir de la fièvre et ça se fixait au bêta-vote et là ils l'ont passé à l'hôpital. Bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de réanimation. Si vous passez les gens quand ils respirent plus, on n'a pas le temps de les intuber ou si on les intube, ils durent 2 jours parce qu'ils ont 80 et 90 ans. Je reviens sur le même point. Il faut s'occuper des personnes âgées. Maintenant, par exemple, à Bnei Brak, c'est une population qui est relativement jeune. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. Mais malgré tout, les personnes âgées sont les personnes qui sont les plus à risque. Et il faut essayer d'enrayer le problème des personnes âgées. Pour résumer, on est donc dans une situation, on va dire, comme l'a dit Binyamin Netanyahou il y a 2 jours, à la croisée des chemins. Si on arrive encore à maîtriser, on va dire, l'épidémie dans des localités comme Bnei Brak, où il y a un fort développement, on pourra aplanir cette fameuse courbe et espérer, dans les prochaines semaines, assister à une sortie de la crise. À Bnei Brak et dans les maisons de retraite, oui. Et dans les maisons de retraite, oui, on le comprend bien. Eh bien, docteur Dominique Neumann, Chiche Portiche, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois ce matin et de nous informer. Et Shabbat Shalom et bonne santé. Vous aussi, une bonne santé à tous. Au revoir. Merci, voilà.